Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Aujourd'hui, quelque chose qui va être assez simple, ça va être juste des réponses à quelques questions. Régulièrement, comme ça, je fais une vidéo réponse aux questions où je sélectionne quelques questions qui m'ont été posées, auxquelles généralement j'ai déjà répondu, en texte ou des fois en vidéo. Et ces questions, j'y réponds une deuxième fois, pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Parce que c'est des questions qui des fois me reviennent plusieurs fois, ou alors qui sont intéressantes, ou enfin, il y a toujours un petit quelque chose. Alors je réponds pas à toutes les questions en vidéo, il y a beaucoup de questions qui étaient intéressantes aussi, puis que j'ai déjà répondu, mais que je vais pas aborder dans cette vidéo là, pour diverses raisons. Donc ici j'en ai sélectionné quelques-unes, il n'y en a pas énormément, c'est pour ça que la vidéo ne devrait pas être trop longue. Mais bon, comme je traîne toujours, on sait jamais. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, la première chose, c'est comment faire disparaître un objet de la scène. Comment faire disparaître un objet de la scène, c'est une question qui me revient très souvent. J'ai déjà répondu, pourtant, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je me semble, comment on pouvait faire. On a vu ça avec les objets cloneurs, comment on pouvait faire disparaître des clones. On a vu avec je sais plus trop quoi. Enfin, je sais que je l'ai expliqué à dans plusieurs tutos. Et donc ça me revient toujours. Donc je vais montrer trois façons de faire, trois manières simples, qui posent pas de soucis par la suite et qui sont très simples à mettre en place. Alors comment on va faire disparaître un objet? Il faut quand même qu'on voie l'objet. Donc il faut un objet, puis on voit en fait la scène sans l'objet. Donc je vais ajouter un plan dans ma scène. Voilà, je vais le doubler. Je vais pas mettre trop de segments parce que de toute façon ça sert à rien ici. Je vais mettre une texture dessus. Alors je vais prendre ma grille UV, comme ça c'est un quadrillage, c'est parfait. Puis en plus je l'ai sous la main. C'est parfait. On va mettre ça là-dessus. Et il nous faut un objet donc à faire disparaître. Donc on va prendre un cube, vu que c'est l'objet le plus basique. Un cube, et puis je vais aussi le texturer tant qu'à faire. Je vais mettre une texture dessus. Et dans cette texture, je vais aussi charger une grille UV, pas la même. Voilà. Parfait. Comme ça, on a un joli cube coloré sur un plan coloré. Si je fais un rendu, j'ai tout qui s'affiche. Peut-être augmenter quand même un peu la qualité de tout ça. Là. Normalement, c'est mieux. Bon. Voilà. Donc là, c'est bon? Oui, c'est bon. Là, c'est parfait. Donc j'ai un cube de couleur sur un plan de couleur. Maintenant, imaginons que ce cube, j'aimerais qu'il disparaisse. C'est-à-dire qu'à un moment dans la scène, il faut que ce cube disparaisse. On va dire, c'est une animation, ça, je fais lecture, et quand on arrive à 50, par exemple, tac, on veut que le cube ici disparaisse. Comme par magie. Comment on peut faire ça? Trois solutions différentes. La plus simple que j'ai déjà montrée, enfin c'est pas forcément la plus simple, mais une qui est très simple à se souvenir. On sélectionne le cube, on fait un clic droit, propriété Cinema 4D, et ici on a le tag affichage. Alors je vais essayer de bien le montrer, qu'il rentre bien dans la capture. Là, tag affichage. C'est le premier, ça ressemble à un carré avec un petit œil. Je clique dessus, ça l'ajoute. Et ce tag affichage, il fait quoi? Il permet de gérer certains paramètres d'affichage des objets de la scène. Ici on voit, on peut cocher les utiliser ici, qui permettent d'utiliser ces paramètres-là. Par défaut, rien n'est coché, donc par défaut, le tag ne fait rien. Si je coche par exemple ici utiliser, ça va m'activer ce mode de réglage, ces deux paramètres qui sont en fait ces paramètres-là. Ce qu'on a ici, on l'a ici. C'est-à-dire qu'ici, je peux demander à ce que le cube en particulier soit en affichage par exemple, en affichage rapide, ou alors en ligne cachée seulement, ou alors seulement en ligne. Bon, mais ça change pas au niveau du rendu. Oui, ça c'est seulement dans l'éditeur. Donc ça c'est pas ce qui va nous intéresser. On a d'autres paramètres, et dans les paramètres que l'on a, on a ici un paramètre visibilité. Donc on peut cocher le utiliser ici, utiliser la visibilité, et ensuite ça nous permet d'avoir ici ce paramètre qui est à 100%, la visibilité. Si je fais un rendu ici, il est visible à 100%. Si je mets ça à 0%, il est invisible, et quand je fais le rendu, il est effectivement invisible. Donc je peux jouer avec ça pour cacher mon objet. Si je le mets seulement par exemple à 50, à peu près,
voilà, et que je fais un rendu, il est à moitié transparent seulement. C'est-à-dire que ici, il est à moitié visible. On voit à travers. Oui, on voit clairement à travers. Je ne sais pas si ça se voit bien dans la capture. On voit à travers. Je pense que oui. Ce tag, en cochant ici utiliser visibilité, permet justement de rendre visible ou invisible le cube. Alors dans l'éditeur ici on voit pas qu'il est invisible, enfin si, on le voit quand il est à 0. S'il est à 12%, on voit pas qu'il est à moitié transparent. Vous voyez, alors que quand on fait le rendu, on voit qu'il est transparent. On voit que seulement quand il est à 0 qu'il a effectivement disparu. Donc on peut utiliser ça. Si je veux faire disparaître le cube à la frame 50, je mets par exemple juste avant, frame 49, et je vais mettre une clé d'animation sur ce paramètre. Alors, il faut bien activer ici le utiliser dans le tag affichage. Et la clé d'animation, il ne faut pas la mettre sur le utiliser qui est ici. Il faut la mettre sur le visibilité qui est ici. Il ne faut pas se tromper. Ça, c'est pour activer le paramètre. Et ça, c'est le réglage du paramètre. Donc à 49, je fais un clic, CTRL-clic ici, pour mettre une clé à 100%. J'avance d'une frame. Ici, je mets ça à 0%. Et je fais un CTRL-clic pour remettre une clé. Voilà, et maintenant, mon cube est visible, et quand j'arrive à 50, il va simplement devenir invisible. Paf, voilà. Et c'est parfait. Donc ça, c'est la première méthode. C'est des trucs tout bêtes, tout simples. Je vais montrer notre méthode. Alors, je vais retirer la clé d'animation que j'ai mis là-dessus. Supprimer la piste. Voilà. Oui, j'en profite. Quand vous mettez des clés d'animation sur des paramètres comme ça, à plusieurs endroits, tac, comme ça, on va faire ça totalement au pif. Là, j'ai mis plusieurs clés d'animation. Ah, ça va bien. Voilà, une clé d'animation ici. Là, j'ai mis 3 clés d'animation. Quand vous voulez les retirer toutes sans risquer d'en oublier une, vous allez sur votre paramètre, vous faites un clic droit, animation, et vous faites supprimer la piste. Ça supprime en fait la piste d'animation pour ce paramètre. C'est-à-dire toutes les clés d'animation sur ce paramètre-là précisément seront supprimées. Donc là, supprimer la piste, vous voyez, ça me supprime toutes mes clés d'animation dessus. Voilà. Ça remet bien le truc à vide. Ça, je montrerai tout ça le jour où on fera de l'animation. Donc là, je retire mon tag d'affichage. On va voir une autre méthode. L'autre méthode, c'est une méthode que j'ai expliquée avec Homograph. C'est simplement l'effecteur simple. C'est-à-dire que on a vu que si on mettait un effecteur simple avec une échelle de -1, ça réduisait en fait la taille à -1 de l'objet sur lequel on l'applique, et ça le fait disparaître. Alors vous allez me dire, oui mais les effecteurs Homograph, c'est pour Mograph, c'est pour les clones. Eh ben non, pas forcément. On peut utiliser les effecteurs Homograph comme des déformateurs. Donc ici, je prends mon effecteur simple, je le mets en fond du cube, de la même façon que je le ferai avec un déformateur qui est ici. Donc il est enfant du cube. Je sélectionne l'effecteur simple, je vais dans ici l'onglet déformateur. À déformation, c'est mis sur désactiver par défaut, je vais mettre objet. Donc on va demander à déformer l'objet. Et on voit qu'ici, il a tout de suite un effet sur l'objet. C'est-à-dire que par défaut, l'effecteur simple augmente la position en Y de 100 cm. Là, c'est effectivement le cas. Il augmente la position du cube auquel on l'a mis enfant de 100 cm vers le haut. Donc ça, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est changer l'échelle. Une échelle uniforme, ici, et là, je mets -1. -1. Et ça cache simplement le cube. Et là, quand je fais le rendu, le cube n'y est pas. Parce qu'il a une échelle de -1. Si je veux le réafficher, je remets ici 0. Ça réaffiche le cube. Alors, que je fasse ça bien comme il faut. Voilà, je regarde si c'est bien au niveau du sol. Oui, c'est parfait. Donc là, c'est parfait, le cube est affiché. Parce qu'il y a 0, si je mets -1, il est caché. Alors en fait, toutes les valeurs intermédiaires, pareil, permettent de changer en fait faire le changement progressivement. C'est-à-dire que avec le tag affichage, on voyait que le cube devenait transparent. Ici, avec l'effecteur simple, il va pas devenir transparent, il va devenir plus petit, vu que c'est l'échelle qu'on change. Ici, si je diminue ça, dans le sens comme ça, on voit qu'il devient de plus en plus petit jusqu'à ce que j'arrive à -1. Donc en fait, on peut avoir en fait une modification étape par étape
ou alors avoir, si on met juste 2 clés, avoir une modification brutale. C'est comme on voulait. Donc ici, je me remets à ma frame 49. Je mets l'échelle, je fais un contrôle-clic ici pour dire que l'échelle est à 0. J'avance d'une frame. Ici, je mets à -1. Et je fais un contrôle-clic. Voilà. Et quand je fais lecture, j'obtiens de nouveau la même chose. Un cube qui disparaît à la frame 50. On regarde ça. Tac. Et voilà. Et c'est parfait. Donc ça, c'était une autre méthode de faire. Je vais retirer la piste là, je retire l'effecteur simple. Troisième méthode. Là, vous n'avez rien besoin d'ajouter. Ni de tag, ni d'effecteur, ni de déformateur. Bon, il y a d'autres méthodes. Il n'y a pas que ces trois-là. Hein. Je vous donne les trois plus basiques. Ici, vous allez juste dans le cube. Vous allez ici dans base. Ici, vous avez visibilité vue, visibilité rendue. Alors, visibilité vue et rendue, c'est par défaut sur par défaut. Visibilité vue, c'est la visibilité dans l'éditeur de Cinema 4D, donc ici. Et la visibilité rendue, c'est la visibilité dans le rendu, c'est-à-dire quand je fais comme ça le rendu. Donc ici, je peux jouer justement avec ça. Je peux rendre un élément ici dans la vue désactivé, donc invisible. On peut voir qu'ici, il y a un petit point rouge qui se met. Eh bien, c'est ça. On l'utilise assez souvent dans mes tutoriels, ces petits points-là. Ici, on voit que c'est ça. C'est mis sur désactivé. Donc là, je remets par défaut. Il redevient normal. Si je mets sur activé, il va devenir vert. Donc voilà. Et la visibilité rendue, c'est la même chose pour le rendu. Donc ici, si je veux cacher le cube à la frame 50, ben je me mets pareil à la frame 49. Ici, visibilité rendue, je fais un contrôle-clic. Ça me met une clé d'animation. J'avance d'une frame. Et ici, je vais mettre désactivé et je fais un contrôle-clic. Et voilà. Et on fait lecture et on voit ce que ça donne. Alors ici, ça va pas se voir dans le rendu. Donc là, j'ai le cube qui est affiché parce que là, la visibilité dans la vue n'a pas changé. Donc je fais lecture, j'avance, j'arrive ici, il est toujours affiché quand je fais le rendu. J'avance un petit peu. À la frame 49, il est toujours affiché. À la frame 50, si je fais le rendu, il n'y est plus. Voilà. Simplement parce que ici, c'est devenu en rouge. C'est devenu en rouge ici. C'est sur désactivé. Mais par contre, dans la vue ici, vous voyez qu'on voit pas de différence. Si vous voulez voir la différence, il faut aussi la mettre sur la visibilité dans la vue, par exemple. Vous faites la même chose pour visibilité vue. Bon, c'est une méthode simple. Je dirais pas que c'est barbare, mais disons que c'est peut-être plus intéressant d'utiliser le tag affichage ou l'effecteur parce que en fait, vous pouvez avoir, je vais retirer les clés d'animation là-dessus, vous pouvez avoir en fait une progression, c'est-à-dire que comme on a vu avec le tag visibilité, on peut faire en sorte que le cube devienne peu à peu invisible. Il devient transparent. Je l'ai montré ça quand on a fait le tutoriel sur la téléportation. Le personnage qui se téléportait, il devenait transparent peu à peu. Alors qu'avec ici la visibilité au rendu, visibilité dans la vue, c'est direct, c'est-à-dire que soit c'est visible, soit c'est invisible. Il n'y a pas l'entre-deux, ça ne deviendra pas transparent au fur et à mesure. Pareil avec l'effecteur MoGraph, il y a aussi une progression qu'on peut avoir. On peut voir le cube devenir de plus en plus petit, par exemple. Et puis en plus, si on ajoute en plus d'autres effecteurs comme l'effecteur délai, ce genre de choses, on peut trouver des trucs assez sympas. Donc ça, c'était la première question, comment transformer, faire en sorte qu'un objet disparaisse dans une scène de manière simple, propre et le faire facilement. On va passer maintenant à la seconde question. Donc je vais vider la scène. La seconde question, c'est comment faire une toupie qui tourne et qui suit une spline. La personne qui m'avait posé cette question l'avait fait avec MoGraph, c'est-à-dire qu'il avait utilisé la dynamique pour faire tourner la spline. Et quand on utilise la dynamique, forcément, ça surpasse les autres comportements de la scène, et donc le aligné sur la spline ne pouvait pas fonctionner. Ou alors c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Donc comment faire ça? Eh bien, il faut simplement se dire que c'est pas parce qu'on peut utiliser la dynamique dans Cinema 4D qu'il faut obligatoirement utiliser la dynamique quand on veut faire bouger quelque chose. Assez souvent, la dynamique, on peut s'en passer.
pour des petites animations comme ça. Ici, si je veux faire tourner une toupie et la faire suivre une spline, eh bien, j'utilise pas la dynamique, j'utilise simplement des outils classiques de Cinema 4D, des outils d'animation. La dynamique ici n'est pas forcément essentielle. Disons que c'est intéressant de le faire avec la dynamique pour voir comment ça fonctionne, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Des fois il faut rester sur des bases simples, sur des choses simples, pour faire des choses qui sont en fait très simples à faire. Donc une toupie qui est une spline, alors on va faire une toupie un petit peu ancienne, on va faire une toupie carrée, donc je vais prendre un cube, je le rends éditable, on va faire ça comme ça. Ici je vais faire une petite extrusion, là je vais très vite parce qu'en fait c'est rien de compliqué, c'est juste on va faire une petite forme comme ça de toupie. Ici ici je vais faire une coupe afin d'avoir un truc comme ça, un point central. Parfait. Je sélectionne ce point là. Voilà. On va le descendre un petit peu. Comme ça. Je vais retirer un petit peu ça, enfin diminuer ça dans les 60 pour retirer les petits trucs d'affichage qui gênent. Ah, 58, c'est bien. Ensuite, on va peut-être biseauter un peu les trucs. Histoire de, oui, donc là, ici, sur le dessus, ici, je vais aussi faire une petite coupe au couteau. Alors ça, c'est vraiment pas nécessaire. Tout ça, c'est pas ma réponse au tuto. La question, ça, c'est pas un tuto que je fais, c'est juste pour illustrer. Hein. J'aurais dû préparer ça d'avance, d'abord. On va biseauter, donc, UL. Donc ici, on va faire recherche de boucle pour être sûr qu'il se trompe pas. Comme ça. MS. Un biseau Bézier, on va dire 3 avec un segment appliqué, voilà. UL, on prend ça. MS, les mêmes réglages on fait appliquer. Voilà, on va peut-être aussi... Oui. UL, sortir ça, on va sélectionner ça, et puis ça. MS, appliquer. Voilà. Ici, je pense que c'est pas la peine. Donc là, j'ai une toupie qui est faite. Je la mets au niveau du sol. Ah. Tac. Comme ça. Parfait. Petit rendu. On a une toupie qui est faite. Oui, elle est pas terrible, mais ça ira. Maintenant, on veut la faire tourner et on veut la faire suivre une spline. Donc on va avoir besoin d'une spline. Je vais passer dans cette vue-là. On va prendre une linéaire plus simple à faire. On va faire un truc comme ça. Voilà. Parfait. Voilà. Je sélectionne ma spline linéaire en mode point. CTRL A pour sélectionner tous les points. Clic droit, interpolation légère pour avoir une courbe. Voilà, je sélectionne la spline. Ici, on va la passer en uniforme. Et puis, je vais laisser Bézier peut-être. Voyons ce qu'on a d'autre. Cubique. On va prendre cubique. C'est bien, on a une jolie courbe. Donc là, voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette toupie tourne. Voilà, c'est qu'elle tourne et qu'elle soit alignée sur la spline et qu'elle se déplace sur la spline. J'ai pas besoin d'utiliser la dynamique pour faire ça. D'abord, on va faire tourner la toupie. Je l'ai déjà montré, on l'a vu, on a vu 3 méthodes déjà pour le faire. On a vu, j'avais fait un tutoriel 3 méthodes pour faire tourner un objet ou quelque chose comme ça. On avait vu avec Python, on avait vu avec Mograph et avec des clés d'animation, je crois. Il y a peut-être même 4 versions, 4 méthodes, je sais plus. Donc ici, je vais simplement le faire avec un effecteur temps. Donc j'ajoute un effecteur temps à la scène, je le mets en fond du cube parce que je veux pas qu'il ait un effet sur des clones, en fait, c'est pas un objet Mograph, je veux qu'il ait un effet sur le cube, donc sur un objet de la scène, qui n'est pas un objet Mograph. Donc je le mets en fond du cube, comme ça, ça sera un déformateur. Je vais dans l'onglet déformateur, je vais ici mettre objet.
parce que c'est sur l'objet qu'il y a un effet. Et puis, on va mettre 750 frames. Je vais mettre lecture. Ici, il tourne lentement parce que ici, l'effecteur temps, il y a un paramètre 90 degrés qui le fait tourner, donc de 90 degrés. On va augmenter ça à 500, comme ça tourne plus vite. Voilà, on a une toupie qui tourne, c'est parfait. Je mets le pause, je reviens ici. Une toupie, ça vacille un petit peu à droite à gauche. Donc ici, c'est pas parfait pour le moment parce qu'elle tourne tout droite, comme ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais zoomer un peu dessus, on va aller sur on sélectionne le cube. Je vais changer l'axe, au lieu de l'avoir l'axe pile au centre de la forme, je vais le mettre en fait ici, au niveau de la pointe. Donc pour ça, je sélectionne le cube, c'est un objet polygonal. Je prends ici le mode axe, sur mode axe, ça me permet de déplacer l'axe ici. Et je ressors du mode axe. Parfait. Maintenant, je vais ajouter sur le cube un tag vibration tout bêtement, qui va donc faire bouger le cube un petit peu sur les côtés. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, vibration. Voilà, ça ajoute le tag vibration. Ici, je vais cocher modifier la rotation. Alors je vais faire lecture pour qu'on voit bien ce que ça donne. Je ne veux pas modifier cette rotation-là, je modifie ces rotations-là. Donc ici, par exemple, 30, voilà, et ici, 30, c'est beaucoup trop, hein, 30. Ici, fréquence, on va mettre quelque chose de plus petit, 0.5, c'est-à-dire 0,5. Alors j'avais dit c'est beaucoup trop, oui c'est trop, on va mettre 20 seulement. Voilà, donc là on a le cube qui tourne de manière intéressante. Enfin notre toupie qui tourne. Maintenant on n'a plus qu'à l'aligner sur la spline, donc je vais ici sur le cube, clic droit, propriété Cinema 4D aligné sur la spline, et ici dans spline directionnelle, je mets la spline. Je mets en début de mon animation, sur le tag aligné sur la spline, ici je fais un contrôle-clic sur la position, je me mets un peu plus loin, on va dire ici, je mets ça à 100%, et je fais un contrôle-clic, et là normalement j'ai une animation qui est faite avec une toupie qui tourne et qui suit une spline. Alors après on déplace les clés d'animation comme on veut, de manière à gérer un petit peu la vitesse, si ça doit aller vite ou pas vite, si ça tourne dans un plus vite ou moins vite là aussi, si ça tangue plus ou moins, etc. Donc ça, vous voyez, c'est très simple, on n'a pas besoin d'utiliser des outils très compliqués. En fait, on aurait pu le faire tout à fait avec, par exemple, ici le mouvement C. On aurait pu faire ça de manière plus compliquée avec le mouvement C, avec plus de manipulation. On aurait pu le faire avec plein d'autres solutions. On aurait pu le faire entièrement en dynamique, mais seulement, on n'a pas besoin de se casser la tête avec tout ça, quand on peut le faire simplement, avec juste un tag vibration, un tag aligné sur la spline, et un effecteur temps en mode déformation. Donc là, ça c'était la deuxième question que j'avais mis de côté. Donc faire une toupie qui tourne et qui suit une spline de manière simple. Voilà, on va passer maintenant à la suite. Donc je vais effacer cette scène. La question suivante, c'est comment on peut changer des textures avec Espresso. La personne qui m'a posé cette question sait le faire avec des couleurs, mais ici on parle de texture, c'est-à-dire on parle d'images chargées en fait dans les textures. Et sur un objet, on applique une texture et on voudrait que cette photo, parce que c'est une texture photo, change un peu comme un diaporama. Que ça change à intervalles assez réguliers, que le changement s'opère à partir d'une certaine frame et s'arrête à une autre frame assez particulière. Donc comment on peut faire ça? On va commencer par faire un plan sur lequel on va appliquer notre texture. Alors je vais le mettre en -Z. Je vais pas lui mettre beaucoup de segments parce qu'il n'y a pas besoin. Je peux même mettre un segment. Voilà, c'est parfait. On va lui donner une dimension correcte. Voilà, et on va mettre ça au niveau du sol. Voilà, et là-dessus, j'aimerais appliquer donc une texture qui va changer progressivement dans l'animation, comme un diaporama, c'est-à-dire qu'à certains moments, tac, l'image va changer. Donc je vais avoir besoin de plusieurs textures. Je vais créer 3 textures. Donc 1, 2, 3. Ces 3 textures, je retire dessus la spécularité, par exemple, on n'est pas obligé. Hein. Ces textures s'appellent mat 1 et mat 2, donc matériaux 1, matériau 2, on peut les appeler comme on veut. J'en ai mis 3, on peut en mettre autant qu'on veut,
il n'y a aucun problème, ça fonctionnera aussi bien. Je vais charger des images dans ces textures, donc j'ouvre celle-là. Dans le cas de la couleur, je vais mettre une image. Alors, un truc bien reconnaissable, un paysage très vert, comme ça. Parfait. Dans celle-là, je vais mettre un truc différent, très différent. On va mettre un bâtiment. Parfait. Et dans celle-là, on va mettre un autre paysage, on va dire un paysage un peu enneigé. Celui-là. Ça n'a aucune importance, hein, c'est juste pour l'exemple. Je prends n'importe laquelle de ces textures, je l'applique sur le plan. Voilà. En fait, ça n'a pas d'importance laquelle je prends, puisque de toute façon, on va aller changer avec Expresso. L'important, c'est d'avoir ici le tag texture, que j'ai expliqué dans un tutoriel il n'y a pas très longtemps. Ce tag texture, dans ses propriétés ici, on a le paramètre matériaux qui est dans propriétés. Donc le tag texture, propriété, matériaux. Et ici, on a en fait le nom du matériau qui est appliqué sur ce tag. Ici, c'est MAT, matériaux, c'est le premier. Si ici, je mets matériau 1, c'est-à-dire celui-là, ça change simplement la texture. Si je mets celui-là, ça change la texture. Je remets le premier. Voilà. Donc en fait, ce tag texture n'est relié à la texture qu'il applique seulement grâce à ce paramètre matériaux. On peut utiliser ça dans Expresso. On peut utiliser ça justement pour l'animer. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer sur le plan. Je peux le laisser en objet paramétrique, ça n'a aucune importance. Je fais un clic droit, propriété Cinema 4D et j'ajoute un Expresso. J'ai ma fenêtre Expresso qui s'ouvre. Je vais dans le Xpool. Et qu'est-ce que je veux changer? C'est changer en fait le paramètre qu'il y a ici, le paramètre matériaux. Donc j'ai besoin de ce tag là dans mon Expresso. Donc ce tag là, je clique dessus, je reste cliqué, je le fais glisser dans l'Expresso, vu que c'est lui qu'on va modifier. Je vais l'agrandir un peu. On a besoin de modifier son paramètre matériaux. Donc ici, le petit carré bleu, clic, caractéristique de la propriété, et ici j'ai matériaux. C'est en fait ce paramètre là, matériaux. Donc ce que je mets là-dedans, dans le matériau ici, dans ce nœud-là, ça s'affiche ici, tout bêtement. Qu'est-ce que je veux afficher là-dedans? Je veux afficher une texture. Une de ces trois textures. Donc pour en fait gérer ça bien, il me faut en fait un nœud qui va lister toutes les textures que je veux pouvoir rentrer là-dedans. Ça on peut le faire très facilement. On peut le faire très facilement avec tout bêtement une liste de liens. Donc ici je vais dans opérateur système, Expresso, généralité, et ici j'ai liste de liens. J'ai déjà montré la liste de liens. Je l'ai montré dans, si je me trompe pas, c'était le tutoriel où je montrais comment faire des murs paramétriques pour la science-fiction. C'est-à-dire que je montrais un mur de science-fiction et qu'on pouvait modifier ça avec Expresso. Il me semble que c'est dans ce tutoriel-là. Donc je l'ajoute ici, liste de liens. J'ai besoin en fait dans la liste de liens d'indiquer ces trois textures. Donc je clique sur liste de liens pour avoir ces propriétés ici. Et là j'ai la possibilité d'y placer tout ce que je veux en fait. Ici je vais y placer mes trois textures dans l'ordre dans lequel je veux qu'elles défilent. Donc ici le premier matériau, la première texture c'est mat, après mat 1 et après mat 2. On peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Et donc ça, je le relie, le lien ici, au matériau. Le matériau, là le lien qui sort, qui va dans matériau, lequel ça va être de ces trois-là? Eh bien, ça va être indiqué en fonction de l'indice qui est indiqué ici. Ça commence à 0, et ça va jusqu'à tant qu'on veut. 0, c'est-à-dire que c'est le premier. C'est le tout premier. Car comme beaucoup de choses en informatique, ça commence pas à 1, ça commence à 0. C'est un truc qu'il faut prendre en compte. Ensuite, si je mets 1 ici, ça sera simplement le deuxième ici. Et si je mets 2 ici, ça sera le troisième. Si je mets 3, comme il n'y en a pas de troisième ici, ça va simplement boucler, c'est-à-dire que ça revient sur le premier. Si je mets 4, ça va aller sur le deuxième. Si je mets 5, ça va aller sur le troisième. Donc, et ainsi de suite. Donc en fait, en augmentant ici l'indice, eh bien, ça me permet de faire défiler
les textures les unes après les autres dans le tag texture. Donc il faut maintenant que j'anime en fait la valeur indice. La valeur indice qui est ici, elle est ici. Donc on peut rentrer une valeur ici qui va simplement l'incrémenter. Quelque chose qui s'incrémente tout au long de l'animation sans s'arrêter, c'est le temps. Le temps de l'animation, c'est-à-dire la ligne de temps ici, ça, quand l'animation est lancée, ça évolue constamment. Ça s'arrête jamais. Le temps, on a un nœud pour gérer ça dans Expresso. C'est dans Opérateur Système, Expresso Généralité, Temps, ici. Je l'ajoute dans ma scène. Voilà, je l'ajoute. Par défaut, il est réglé sur ici le temps, c'est-à-dire que ça va nous donner le temps où on se trouve dans la scène. C'est pas ce que je veux. Donc je vais faire un double clic sur le petit point ici pour le retirer. Et moi, ce que je veux, c'est que ça m'indique l'image où on se trouve. Donc ici, je vais mettre image. Voilà, je mets image. Maintenant, ici, il va me sortir en fait à quelle image je suis dans l'animation. Alors, je peux le montrer assez facilement. Je vais rajouter un résultat, relier le résultat à l'image, et si je fais lecture, alors là je suis à la frame 0, si je fais lecture, on voit qu'ici ça augmente, et quand je mets stop, je suis à la frame 45, et ici c'est indiqué 45. Donc ça indique bien le temps qui passe dans l'animation. Donc ça c'est très bien, je remets ça à 0. Maintenant on a en fait ici une valeur qui augmente tout le temps, qu'on va pouvoir relier à l'indice, mais seulement il y a deux problèmes. D'abord, on veut, comme j'ai dit, que le diaporama démarre seulement à une frame précise, et on veut qu'elle s'arrête à une frame précise. Donc comment on peut faire ça? On va simplement, je retire le résultat, utiliser une cartographie d'intervalle. Donc ici je prends une cartographie d'intervalle, alors c'est dans Opérateur Système Expresso, ensuite c'est dans Calculer, si je ne me trompe pas. Calculer, et ici cartographie d'intervalle. Je l'ajoute. La cartographie d'intervalle, je l'ai déjà montré aussi dans d'autres tutoriels, permet en fait ici d'avoir en entrée une fourchette de valeurs et sortir ici une autre fourchette de valeurs en rapport avec la première. C'est-à-dire qu'ici je vais lui dire par exemple une fourchette entre 0 et 1, et ici je peux lui demander un pourcentage entre 0 et 100. La cartographie d'intervalle va faire la petite conversion qui fait que le 0 est égal à 0% et le 1 sera égal à 100%. Et ainsi de suite. Donc ici, je peux utiliser ça pour justement contrôler en fait la sortie du temps, la sortie des images, et passer ça dans l'indice qui est ici. Je vais simplement relier ici image et entrée. L'image, ça me sort en fait à quel frame je suis. Et ici, la sortie, je peux la relier sur l'indice. Pour éviter d'avoir des ennuis de chiffres à virgule, je vais ajouter un nœud entre la fin de la cartographie d'intervalle, ici, la sortie, et l'indice. Je vais ajouter un nœud, c'est le nœud espion, qui est ici, alors dans Opérateur Système Expresso Généralité Espion. C'est un nœud que j'ai déjà montré aussi. Ce nœud, il fait un petit peu comme le nœud résultat, c'est-à-dire qu'il indique en fait qu'est-ce qui passe dedans, mais il a une petite particularité, c'est qu'il peut faire des conversions à la volée. C'est-à-dire qu'ici, si je rentre une valeur flottante, je peux lui demander, en le sélectionnant, oui, de me sortir un type de données différent. Ici, je veux un entier. Donc il va simplement retirer les chiffres à virgule. C'est-à-dire que si je lui rentre 0, quelque chose, il va me sortir ici 0. Si je lui rentre 1,2, il va me sortir 1. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc il va me faire la conversion. Il n'est pas forcément nécessaire ici, mais ça évitera des soucis dans certains cas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à régler la cartographie d'intervalle ici. Donc ici, j'ai mis à quel frame je suis actuellement dans la vidéo qui rentre. Et ici, il me faut une valeur qui va aller en fait dans l'indice, qui va changer la texture. Donc je sélectionne la cartographie d'intervalle et je vais dans ces paramètres qui sont ici. Qu'est-ce que j'ai comme paramètre? Comme on a relié la cartographie d'intervalle entrée à l'image, ici on a un paramètre en moins, c'était le paramètre entrée. C'est pas gênant. Maintenant, imaginons que je veux que les frames commencent à changer. Alors ici, je vais mettre 750. Ça commence à changer à la frame 100. Voilà, le diaporama commence à la frame 100. Donc je sélectionne ma cartographie d'intervalle et ici, entrée minimum, je vais mettre 100.
Et entrée maximum, je vais mettre, on va dire 400. Je veux que ça s'arrête à la frame 400. Et à la frame 400, le diaporama s'arrête. Si je fais ça, c'est pas bon parce que en fait, avant 100, il va considérer que c'est des chiffres négatifs au niveau de la sortie. Donc il faut ici que je coche clampé minimum, clampé maximum, pour que justement il se mette en marche seulement quand on sera entre 100 et 400. Ensuite ici la sortie, je laisse 0, parce que en fait l'indice ça commence à partir de 0. Et en sortie maximum, il faut que je mette un chiffre qui va en fait nous servir à définir la vitesse avec laquelle ça défile. Plus je mets un chiffre important ici, plus ça va défiler vite. Plus je mets un chiffre peu important, moins ça va défiler vite. Alors ici, pour notre exemple, ce qu'on va faire, c'est que dans sortie maximum, je vais mettre 30. 30, ça devrait être bien. On va voir ce que ça donne. Alors, je vérifie que tout est bon. Ici, ça nous sort à quel moment on est dans l'animation en termes d'image. Ça entre là-dedans. Entre 100 et 400, ça se convertit de manière à sortir ici une valeur entre 0 et 30. Je fais ça comme ça. Voilà. Ici, l'espion convertit ça en chiffre entier, le passe dans l'indice ici de la liste de liens. La liste de liens prend l'indice et nous sort en lien, que je montre bien, et nous sort en lien en fait quel matériau il faut mettre dans la texture. Donc image entrée ici dans la cartographie d'intervalle, puis dans l'espion, puis dans la liste de liens, puis dans la texture. Donc je vérifie que tout est bon. Ici, c'est bon. Ici, je laisse type données réel, c'est pas gênant. Personnalisé, personnalisé. Le reste, on touche pas. Je fais juste lecture. Et à partir de 100, les images vont commencer à changer jusqu'à la frame 400 où ils vont s'arrêter. Donc ici, la frame 100, c'est là. Les images commencent à changer jusqu'à la frame 400 qui est ici. Quand on va arriver ici, ça va s'arrêter. 350. 400. Ça s'est arrêté et l'animation continue. Donc là, j'ai créé un petit diaporama tout bête, tout simple dans Cinema 4D. Si je veux que ça défile plus vite, je sélectionne bien ma cartographie d'intervalle et ici, je vais simplement modifier la sortie maximum. Donc par exemple, si je mets 300, ça va aller très très vite. Voilà, à partir de 100, ça va aller très très vite, jusqu'à 400. Si je mets ici seulement, on va dire 10, ça va aller beaucoup moins vite. Vous voyez, beaucoup moins vite, simplement parce qu'en fait le ratio est pas le même. Et donc là on a fait tout simplement avec un petit peu d'expresso, un truc tout simple sans se prendre la tête, comment on pouvait changer des textures façon diaporama dans Cinema 4D. Par exemple, si vous avez un écran de télévision dans votre scène et que vous voulez que certaines images changent, si vous avez un projecteur peut-être ou quelque chose comme ça, que vous voulez pas utiliser une vidéo, parce qu'on pourrait tout à fait utiliser une vidéo à la place, hein, en texture, ça poserait pas de problème, mais si on veut le faire directement dans Cinema 4D, on peut faire ça comme ça. Dans la liste de liens ici, bien sûr, on a mis des textures comme ça, mais on peut aussi mettre des textures procédurales, on pourrait mettre des vidéos, on pourrait mettre ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'était la troisième question. On va passer maintenant à la dernière question, qui est en fait une question sur Thinking Particles. Cette dernière question, en fait, sur Thinking Particles, c'est quelque chose d'assez simple que j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les tutoriels sur Thinking Particles, si je me trompe pas. C'est comment émettre en fait des particules depuis un objet polygonal. Donc, ce qui permet en fait d'utiliser une forme polygonale pour générer des particules, comme par exemple de la poussière ou par exemple des débris, etc. Donc, ce que je vais faire un cube. Voilà. On va pas le faire très grand, on va le faire un petit peu plus haut. 400, un petit peu plus fin, peut-être 100. Et plus large, on va mettre 600. Voilà, je le mets au niveau du sol. C'est parfait. Je vais le segmenter peut-être. Non, je vais pas le segmenter. Par contre, je vais le découper. C'est totalement inutile, mais bon.
Je vais utiliser Trosy dessus. Tac. Alors, Trosy, je le rappelle, on passe plutôt en mode Voronoi, c'est mieux. Ici, on met combien on veut de débris, on va en mettre 20. Et puis, on va faire Break No. On regarde ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, pas de bug, etc. C'est parfait. Maintenant, imaginons que... Alors ça, je peux fermer. Je peux mettre ça, la dynamique. Est-ce que je vais utiliser la dynamique? Non, on pourrait faire en sorte que ça soit cassé, etc. Mais je vais pas utiliser la dynamique, moi. Je voulais seulement des morceaux. Donc, je vais récupérer toutes les pièces. Alternate G pour les grouper dans un neutre. Je retire le neutre. J'efface la fracture. J'ai pas besoin de la dynamique. On va aussi retirer les textures. Alors, de là jusque ici. Voilà. Ensuite, d'ici jusque là. Supprime. Et tous les tags qui sont là, j'en ai pas besoin non plus. Jusque là. Supprime. Voilà. Donc là, j'ai en fait un amas en fait de formes difformes de polygones avec du volume, quoi. Et je vais, imaginons, vouloir que cette forme-là, seulement le devant, ici, génère des particules. Alors, ça aurait pu être un truc dynamique, c'est-à-dire que j'aurais pu tout à fait demander à ce que le mur se casse et que ça fasse de la poussière. C'était la question, en fait, de la personne. Moi, je vais pas m'embêter avec la dynamique parce que je suppose que vous savez le faire depuis le temps. J'ai fait plusieurs tutoriels dessus. On va juste voir comment on peut faire en sorte que ce polygone-là en particulier, alors je pourrais en prendre plusieurs, mais là je vais en prendre qu'un, émette des particules à un moment précis de ma scène, de mon animation. Donc je vais simplement sélectionner ce polygone, je vais le repérer, il est ici, voilà. Je passe en mode polygone, je sélectionne sa face avant, je fais un clic droit, et je fais scission. Alors ça sort de la capture, c'est tout en bas, ça s'appelle scission, S-C-I-2-S-I-O-N. Voilà. Je clique dessus, ça crée en fait un autre élément dans ma scène qui doit être mis en fait en bas. Quelque part, il me l'a mis où? Je vais essayer de le retrouver parce que forcément il me l'a mélangé avec tout le reste. Voyons, où est-ce qu'il est? 11, voilà, j'ai deux pièces 11, donc c'est ça. On va en cacher une pour voir laquelle c'est. Ah. Donc ça doit être celle-là, je suppose. Non, c'était l'autre, justement. Donc c'était celle-là. Voilà. Donc j'ai la pièce 11 normale et j'ai la pièce 11 qui a été créée avec scission et qui, elle, n'a pas de volume. C'est seulement le polygone que j'avais sélectionné. Donc cette pièce 11, on va la renommer pour pas se tromper. On va l'appeler polygone. Polygone 11. Voilà. Et je vais peut-être même le sortir de la hiérarchie pour être sûr de pas le mélanger. Chose bête, il faut mieux que je le remette en place, donc je reviens en arrière. Il vaut mieux que je le laisse là où il est, c'est plus intéressant pour moi. Et j'ai dit que c'était celui-là. Polygone 11. Voilà, et je le sors de la hiérarchie comme j'ai dit. Donc là en fait si je cache tout, j'ai ici que le polygone 11 qui reste affiché. Vous voyez, c'est juste en fait juste la forme de ce polygone là que j'avais sélectionné et en faisant scission, je l'ai désolidarisé du reste. Enfin j'en ai fait un double de seulement ce polygone là. Ce polygone là, il va nous servir donc pour créer en fait des particules. Donc il me faut un neutre dans la scène, ça va être mon neutre TP, Thinking Particles. Je mets dessus un tag Expresso, donc propriété Cinema 4D Expresso. Dans Expresso, je vais ici dans Thinking Particles, dans TP Générateur,
Et comme c'est à partir d'un polygone que je veux émettre des particules, je ne vais pas utiliser un P-orage qui est ici, ni autre chose. Je vais utiliser ici un P onde de matière. Et comme je l'ai dit, on en a déjà parlé en fait dans d'autres tutoriels. On l'ajoute simplement à la scène, il est très simple à utiliser. On l'ajoute, ici vous voyez, il n'y a pas besoin de le relier à un neutre. On le sélectionne en cliquant dessus, et dans ses propriétés, ici, on peut indiquer un objet qui va être utilisé comme émetteur de particules. Cet objet doit être un objet polygonal. Donc ici, c'est notre polygone numéro 11. Je le mets ici. Voilà. Quand je fais lecture, on peut voir que le polygone numéro 11 émet effectivement des particules. Alors je vais mettre 750 frames. Voilà. Ça émet des particules. Donc en fait ici, juste en faisant ça, juste en ajoutant l'onde de matière et en indiquant quel objet doit émettre des particules, j'ai créé en fait un objet qui émet des particules tout bêtement. Ça aurait pu être tout à fait une ligne de polygones, ça aurait pu être plusieurs polygones regroupés en un seul, connectés en un seul. Ça aurait pu être une forme en 3D, c'est-à-dire avec pas juste un polygone tout plat, mais une forme bien complexe, une sphère, un cube, ce qu'on veut, et ça émet des particules. Ici, il n'y a plus qu'à gérer un petit peu les particules pour qu'ils se comportent un peu plus comme des débris qui tombent. Donc alors, ici, ce que je peux faire, la naissance de particules, je la rattache à un P-groupe, comme d'habitude. Donc P-groupe. Il faut que je crée en fait ici un nom pour mon groupe de particules. Donc je vais aller dans Simuler Thinking Particles, Paramètres Thinking Particles. Ici, je fais un clic droit Ajouter pour ajouter un groupe de particules que je vais appeler débris par exemple. Non, je vais l'appeler orange. Voilà. Et je vais mettre une couleur orange. On l'appelle comme on veut, il n'y a aucun souci. Je fais glisser ça dans le P-groupe ici, sur le P-groupe, pour que ça soit bien indiqué P-groupe orange. Il me faut un P-conduit pour relier ce P-groupe aux effets que je vais ajouter. Donc ici, dans Expresso, je vais dans TP initiateur, P-conduit, je l'ajoute. Et ici, à la place de global, je mets aussi orange. Voilà, comme ça, les deux là sont reliés. Ça, je peux le fermer pour le moment. À ça, je vais simplement y ajouter en fait tous les effets que j'ai besoin. Donc imaginons que je veuille ajouter de la gravité, alors je vais ajouter un neutre que je vais appeler gravité. Gravité. Voilà. Dans Expresso, je vais aller ici dans TP dynamique et j'ajoute ici un P gravité. Le P gravité il est réglé sur none, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui est défini dedans, donc il faut que je fasse glisser mon neutre P gravité dessus. Je le fais. Voilà. Ici, mon neutre gravité a changé de look. Normalement, il ressemble à ça maintenant. C'est un point avec une flèche. Je vais simplement le faire tourner pour que la flèche indique le sens de la gravité. C'est-à-dire ici, vers le bas. On peut mettre ça où on veut dans la scène, hein, ça n'a pas d'importance. C'est général. Donc je le mets là. Je relie le P gravité au P conduit orange. Je clique sur le P gravité dans ses propriétés ici, je peux changer des petites choses. Alors on va mettre 30, 60, 30 par exemple. Quand je fais lecture maintenant, les particules sont, d'abord ils sont orange, et ensuite, alors normalement ils sont soumis à la gravité si j'ai bien fait le truc. Je vérifie. Ils sont soumis à la gravité. Pourquoi ils tombent pas? On va augmenter ça, je me suis peut-être trompé quelque part. On va booster ça à fond pour voir. Oui, non, c'est bon. Ils sont soumis à la gravité. Donc ici, on va mettre 60, 30, 60. Voyons ce que ça donne. Oui, ça tombe pas très vite. On va donc on va augmenter ça. On va augmenter ça beaucoup plus. Faut jouer un petit peu avec les réglages. Hein. Là, je vais remettre ça à 0. Influence de la masse on met à 0. On va laisser les paramètres. Par défaut, on va juste augmenter l'intensité. Donc là, en fait, les particules sont émises depuis notre polygone et sont soumises à la gravité. Donc,
les particules tombent. Ici, il n'y a rien qui les arrête, elles tombent à l'infini. Ça c'est pas bon, donc on va ajouter en fait dans notre expresso quelque chose pour les stopper au niveau du sol. Donc ici on va ajouter un P déviation. Le P déviation permet justement de faire en sorte que les particules soient déviées quand elles sont en contact avec certains objets. C'est aussi quelque chose que j'ai montré. Je vais ajouter un plan, parce qu'il lui faut un objet à ce P déviation. Donc je vais ajouter un plan, on va mettre petit segment, on va le faire assez grand. 1000 par 1000. Oui, c'est pas super grand, mais ça suffira. Je vais le rendre éditable pour avoir un objet polygonal. Voilà. Je retourne dans mon expresso. Et ici, P déviation, c'est sur None, parce qu'il n'y a pas d'éléments qui ont été définis dessus. Donc je vais simplement faire glisser le plan dessus. Donc maintenant, le P déviation, c'est le plan. Je peux le relier ici à mon P conduit orange. Mais ça suffit pas. Je sélectionne le P déviation. Et ici, dans ces paramètres, j'ai type de vecteur. À la place de boîte, je mets objet. Comme ça prend effectivement l'objet comme référence de forme. Si je laisse boîte, ça va prendre en fait une forme de boîte pour dévier les particules. Et si mon plan n'est pas forcément une forme plate, ça sera gênant. Par exemple, si vous utilisez un terrain à la place d'un plan, ça fonctionnera pas bien. Donc ici, en mettant objet, je m'assure que en fait, c'est bien la forme des polygones du plan qui sont utilisés. Si je fais lecture, ici on voit ce que ça donne. Voilà, on voit que ça rebondit. Ça rebondit beaucoup. Ça rebondit beaucoup trop, ça se comporte pas en fait comme des débris ou de la poussière. Donc en fait, c'est parce que, ici toujours, je clique bien sur le P déviation pour avoir ses propriétés. Et ici on a en fait des valeurs de rebond, des variations de rebond, etc., de l'énergie, de la friction. Il faut jouer avec tout ça. Par exemple, si je mets 10% de rebond seulement, on regarde ce que ça donne. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux. Ça rebondit pas autant. On peut augmenter un petit peu, peut-être 15. On va voir ce que ça donne. Hop. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Seulement ici, les particules sont émises à l'infini. Hein. Ça s'arrête pas. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on veut peut-être que les particules soient émises à un moment particulier dans la scène. Alors on pourrait, alors je reclique sur onde de matière, là, onde de matière pour bien le sélectionner, pour avoir ses propriétés. On pourrait jouer avec les lumières. Ici on a type de naissance, durée de vie, on a tous les paramètres. Et ici on a lumière et on peut indiquer en fait des lumières qui vont influencer justement les réglages qui sont en dessous. Type de naissance, ici on laisse ça comme ça. Type de naissance, ici on peut indiquer lumière. Et on indique ici une lumière, et quand la lumière va éclairer le polygone, les particules seront émises. Si la lumière n'éclaire pas le polygone, les particules ne sont pas émises. Ça, je l'ai déjà montré dans un autre tutoriel. C'est pas ce qu'on va utiliser ici, on va utiliser un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus basique. Je reviens ici sur mon expresso. Comme ça, tout décalé. Le P onde de matière, si je clique le petit carré bleu ici, j'ai un paramètre activé, un peur activé. Je l'ajoute, ce peur activé. Ah. Je vais agrandir un petit peu les choses. Voilà, activé. Quand on envoie une valeur 1 dans le activé, l'onde de matière s'active. Quand on envoie 0, l'onde de matière ne s'active pas. Ici, par défaut, c'est activé. Donc, je vais ici envoyer une valeur 0 et envoyer une valeur 1 seulement au moment où je veux. Pour ça, je retourne dans mon expresso. Tout en bas, ici, j'ai système preset. Et un truc que j'ai déjà montré, j'avais même dit que vous allez adorer ce nœud, c'est le time control. On l'ajoute dans notre expresso. Le time control permet de sortir une valeur booléenne 0 ou 1 en fonction d'une valeur, d'une fourchette de frame. C'est-à-dire vous pouvez dire à tel frame, tu commences à envoyer 1 jusqu'à tel frame, et puis après tu t'arrêtes. Donc je sélectionne le time control. Ici, dans ses propriétés, j'ai Start Frame et Stop Frame. Donc imaginons que je veux que les particules soient émises seulement entre la frame 100 et 110. Ici, je vais mettre 100.
et ici je vais mettre 110. Donc entre 110. Entre 100 et 110, ici le booléen va sortir une valeur 1. Donc on va le relier sur l'activé. Mais s'il n'est pas entre 100 et 110, il envoie une valeur 0. Ce qui fait que ici, quand je mets lecture, ça s'active, alors là, il y a bien un petit résidu, ça s'active seulement entre 100 et 110. Voilà, hop, j'ai eu juste quelques particules qui ont été émises. Ça permet en fait, par exemple, de créer des dégâts de poussière, par exemple, une balle, un impact de balle sur un mur. Imaginons qu'on a un petit disque qui nous sert d'émetteur de particules, qui représente en fait le trou de la balle, et puis les particules sont émises seulement entre tel frame et tel frame. Donc là j'ai mis 100, 110, on va mettre 100, 120 à la place pour voir un petit peu plus. On fait lecture. Entre 100 et 120, on va avoir des particules d'émises. Et voilà. Et les particules disparaissent au bout d'un temps, qui est réglé en fait ici, dans l'onde de matière, ici durée de vie. Donc je peux augmenter ça à 750, comme ça ils vont pas disparaître. Je peux jouer aussi avec la vitesse des particules, etc. et tous ces trucs-là. Je peux ajouter aussi peut-être du vent, je peux ajouter un effet de bulle, l'effet de friction qui va stopper en fait les particules. Bon là ça va pas être intéressant. Ensuite on pourrait jouer avec tout ça. On va juste ajouter un pform. Donc ici je suis dans TP standard, j'ai pform, je l'ajoute, je le relie au P conduit orange, et dans le pform il faut que j'indique en fait la forme qu'auront les particules. Alors par exemple on va leur donner une forme de sphère, de toute petite sphère de rien du tout. Je regarde. Comme ça, toute petite sphère. Ouais, c'est bien. Donc dans le pform ici je vais faire glisser la sphère. Voilà. Si je me trompe pas, j'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié un truc important. Ici, Thinking Particles, géométrie de particules. Et dans géométrie de particules, il faut indiquer quelles particules on veut afficher. Donc simuler Thinking Particles, paramètres Thinking Particles, c'est les particules orange. Donc ici, géométrie de particules, groupe de particules, je fais glisser orange. Voilà. Et j'oublie encore autre chose. On va voir ça. Oui. Ici, je clique sur P onde de matière et dans ici taille, je mets 100 afin d'avoir en fait la taille réelle de la sphère, 100% de la taille. Donc là, je fais une lecture. Normalement, ça devrait être bon. Entre 100 et 120. Voilà, j'ai quelques particules qui tombent et qui s'arrêtent ici. Par contre, j'en ai pas beaucoup de particules. Qu'est-ce que j'ai changé qui est pas bon? Quantité maximum, on va augmenter ça. On va mettre taux par image, on va en mettre 150. Regardons ce que ça donne. Ouh, c'est beaucoup trop. 50. On revient en arrière, on fait lecture. C'est toujours beaucoup trop. 10. 10, ça devrait être bon. Voilà, on a 10 particules par image. C'est beaucoup, 10 par image. 2 par image. Étant donné qu'on crée en fait notre animation entre 100 et 120, ça fait pendant 20 images, ça fait déjà beaucoup d'images. Beaucoup de particules. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà. Parfait. Et donc là, vous voyez, on peut faire ça assez facilement, sans trop se casser la tête. Donc un P onde de matière, dans lequel, dans ces paramètres ici, on ajoute quel polygone, c'est un objet polygonal, hein, c'est important, quel objet polygonal on va utiliser pour émettre des particules. On met ces particules dans le groupe orange, on met un P conduit et on ajoute tous les effets qu'on veut, pour s'amuser. Alors j'ai mis que cela, mais
on est libre d'en mettre tous les effets qu'on veut, on peut faire plein de choses intéressantes avec. La géométrie de particules avec le groupe d'indiqués, une forme, parce que j'ai utilisé le playform, et puis voilà. Et donc ça, je pense que ça répond à la question. Enfin, j'espère. C'est peut-être pas assez clair, mais de toute façon, les tutoriels sur Thinking Particle, je vais en refaire d'autres, parce que on me le demande assez souvent de réexpliquer certaines choses. Je pensais avoir tout expliqué assez clairement, mais bon, ça fait pas de mal de revenir dessus. Donc je réexpliquerai en fait comment ça fonctionne chaque nœud. En temps voulu forcément, et donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vérifie, j'avais pas mis d'autres questions de côté. Non, j'ai d'autres questions, mais je veux pas les aborder tout de suite. Il faut aussi que je fasse un tutoriel sur BuddyPaint, sur le dépliage UV. C'est une question qui me revient assez souvent, donc ça sera au programme. Je sais pas quand, mais je vais refaire un tutoriel dessus, et puis voilà. Et puis, ah oui, je rappelle que Cinema 4D R16 est sorti. On est au mois d'août, et c'est au mois d'août que les sorties sont annoncées. Ce sera disponible en septembre, si je me trompe pas. Il y a pas mal de nouveautés, c'est pas des grosses nouveautés très tape à l'œil, mais il y a des nouveautés très intéressantes, comme le dépliage UV justement. Il y a des petites choses en plus, le matching dans les scènes, c'est-à-dire le fait d'avoir une vidéo et d'y intégrer en fait des éléments 3D par exemple. Il y a des outils là-dessus. Les outils de biseau, il y a des choses qui ont été revues, qui ont été refaites. Il y a des déformateurs, des nouveaux déformateurs. Il y a plein de nouvelles choses. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne YouTube de Maxon. Il y a plein de petites vidéos qui montrent en fait toutes les fonctions nouvelles. Enfin, la plupart des fonctions nouvelles. Donc, plein de bonnes choses. Moi, ça va sans doute pas me faire changer de version parce que les grosses nouveautés que j'attends, ils n'y sont pas encore. Mais bon, si vous voulez vous tenir un peu au courant, la version R16 va bientôt sortir et il y aura plein de bonnes choses dedans. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.